Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur cette chaîne Vendeur de vérité. Vous savez, une chaîne qui est là pour vous aider dans vos démarches d'investissement en vous offrant du contenu gratuit et chaîne également destinée à vous mettre en garde devant certaines pratiques douteuses de certains coachs. Alors, j'avais pris l'initiative d'échanger avec une marchande bien professionnelle et nous avions réalisé et publié plus de 30 podcasts destinés à vous aider, à vous former à cette activité de marchand de biens. Ces podcasts donc étaient hébergés sur une chaîne YouTube qui s'appelait MDB Conseil. Il a été décidé de les republier sur cette chaîne, donc chaîne Vendeur de vérité. Alors, les 5 premiers podcasts étaient d'une qualité sonore plutôt médiocre, donc il a été décidé de vous republier les podcasts à partir du 6e et je vais vous faire un résumé rapide du contenu des 5 premiers podcasts. Sachez que le groupe Facebook, groupe privé mais auquel vous pouvez adhérer gratuitement, le groupe Marchand Bien Conseil est à votre disposition si vous souhaitez échanger sur cette activité. Donc, je vous invite d'ailleurs à vous y inscrire. Et maintenant, on va donc commencer cette série de podcasts destinés à l'activité de marchand de biens. Donc, avant de vous republier les échanges que j'avais effectués avec cette marchand de biens, je vais donc vous résumer les 5 premiers podcasts. Allez, c'est parti. Alors, investir dans l'immobilier, si on vulgarise rapidement, on va dire qu'on peut investir de 2 façons. Ou bien à long terme, en faisant un investissement locatif, en espérant éventuellement une plus-value à la revente, et investir à court terme, c'est-à-dire acheter et revendre. Nous allons nous intéresser dans cette série de vidéos justement à l'achat-revente. Achat-revente qui constitue l'activité principale d'un marchand de biens. Voilà, concrètement, un marchand de biens, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne dont l'activité professionnelle est d'acheter et de revendre des biens immobiliers, avec pour but évidemment de revendre plus cher que le prix d'achat, et donc de créer ce qu'on appelle une plus-value ou encore une marge. Alors cette activité, elle va s'exercer sur différents types de produits. J'entends par là des immeubles, des appartements, des maisons, des fonds de commerce, des terrains ou bien encore des parts de sociétés immobilières type donc SCI. Alors concrètement, de manière générale, que fait un marchand de biens ? Il achète un bien à fort potentiel et il y apporte quelque chose pour pouvoir le revendre plus cher. Alors ce quelque chose, on le verra, on va le développer dans les podcasts avec la marchande de biens un peu plus tard, mais ça peut être une rénovation, une division, une surélévation. Voilà, il y a plein de moyens d'apporter quelque chose à un bien en vue de le revendre plus cher. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'il existe des lois, des réglementations ou encore des diplômes requis pour pouvoir exercer cette activité ? En réalité, il n'y a donc pas de diplôme particulier nécessaire ni de qualification professionnelle. Il n'y a aucune formation reconnue, et j'insiste sur ça, donc reconnue par l'État pour pouvoir, en tout cas à ce jour, exercer en tant que marchand de biens. Donc juridiquement, tout le monde peut être autorisé à exercer cette activité de marchand de biens. Pour autant, bien évidemment, il est fortement recommandé avant de vous lancer d'avoir de solides connaissances de cette activité. Et ça tombe bien puisque à l'issue de ces différentes vidéos donc consacrées à l'activité de marchand de biens, vous aurez acquis probablement la majorité des connaissances nécessaires. Alors, bien que les connaissances soient primordiales avant de vous lancer dans cette activité, il est également nécessaire d'avoir des qualités, un relationnel développé, un sens commercial, une équipe autour de vous, des professionnels. Alors, les professionnels, on va parler des experts comptables, on va parler des notaires, on va parler d'avocats, on va parler d'architectes, de géomètres experts, d'ingénieurs béton, d'équipes de rénovation. Voilà, il y a tout un tas de métiers autour de cette activité dont vous allez devoir vous entourer pour pouvoir performer dans cette activité. Et j'ajoute que pour connaître le succès dans cette activité, il vous faudra également être particulièrement organisé, avoir un degré d'exigence très élevé, de faire preuve également de congruence afin de vous assurer de garder des relations saines avec les personnes qui vous entourent. De la même façon, il vous faudra être bien évidemment patient,
persévérant. Enfin voilà. Ça, vous allez. Alors évidemment, il faudrait l'avoir au départ, en vous lançant dans votre activité de marchand de biens, mais c'est des qualités que vous allez devoir nécessairement développer au cours de votre carrière. Alors, avant de parler de création de société, comment exercer cette activité de manière professionnelle, je pense qu'il est judicieux de commencer à faire de l'achat-revente à titre personnel en nom propre. D'un point de vue fiscal, eh bien, ça peut s'avérer particulièrement judicieux et intéressant, puisque si vous réalisez un achat-revente en résidence principale, eh bien, vous serez exonéré de taxes sur la plus-value. Et si, au titre de votre opération en résidence principale, vous avez été amené à diviser un bien ou bien créer un autre lot, eh bien, il est intéressant de connaître les règles s'appliquant à la revente d'un bien en résidence secondaire. Alors, il y a une question particulièrement récurrente sur l'achat-revente en nom propre en résidence principale, c'est voilà, combien d'opérations je peux faire, combien d'opérations je suis autorisé à effectuer avant d'être requalifié marchand de biens par les services fiscaux. Alors, d'un point de vue légal, évidemment, un particulier, il peut acheter et revendre des biens immobiliers pour autant que ce soit occasionnel. En fait, c'est la notion de répétition et d'intention spéculative qui peut être retenue lorsque les opérations sont très fréquentes. Dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir requalification en marchand de biens. Alors vous allez penser que je ne réponds pas à votre question. Effectivement, il n'y a pas de chiffre précis. Je pourrais vous dire une par an, je pourrais vous dire 3 en 2 ans. Voilà, ce qu'il faut, c'est rester cohérent et surtout, ça va dépendre du montant des plus-values réalisées. Ce qui est vraiment important dans l'achat-revente en résidence principale en nom propre, c'est de vous permettre de constituer un apport via votre plus-value qui sera nette d'impôt, qui ne sera pas taxé. C'est donc de vous constituer un apport pour justement vous lancer dans une activité professionnelle de marchand de biens. Alors maintenant, il y en a beaucoup qui sont dans une démarche d'investissement locatif et qui souhaitent revendre leur investissement locatif pour se lancer donc dans une autre étape de leur vie d'investisseur immobilier et donc se lancer dans une carrière de marchand de biens. Et donc ces investisseurs vont devoir vendre des biens et qui sont considérés donc comme des résidences secondaires. Et là, c'est vrai qu'en cas de revente, ces biens vont être concernés par une taxe de la plus-value. Alors, il existe, comme pour toute règle, des exceptions, et je vais d'ailleurs commencer par donc, les exceptions qui vont vous permettre d'être exonéré de taxes sur la plus-value dans le cadre donc, d'une résidence secondaire. Si, au moment de la vente de cette résidence secondaire, vous n'êtes pas vous-même propriétaire de votre résidence principale, eh bien, vous pouvez être concerné par cette exonération. Il existe pour cela des conditions à remplir. Le vendeur du bien donc, ne devra pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années donc, précédant la vente de sa résidence secondaire. Et donc, le vendeur de ce bien devra réemployer le prix de la vente intégralement ou partiellement dans un délai de 24 mois pour acheter justement sa résidence principale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exonération s'applique à la partie du prix qui est réinvestie. Maintenant, il existe également des moyens de réduire votre taxe sur la plus-value, notamment si vous avez effectué dans ces biens des travaux. Alors attention, il n'y a pas tous les travaux qui sont concernés. On parle ici de travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou bien d'amélioration. Si vous êtes dans le cadre d'un terrain, les frais d'aménagement ou de viabilisation, donc ça peut être le raccordement au réseau d'eau et d'électricité, ils pourront être déduits. De manière générale, je vous invite à échanger avec votre notaire au moment de la vente pour savoir ce que vous pourrez déduire ou non. Il est très rare que les notaires prennent en compte tous les travaux réalisés dans une résidence secondaire. Voilà. Après, ça dépend des notaires, mais de manière générale, c'est plutôt rare. De la même façon, pour ceux qui sont
investisseur LMP, donc loueur meublé professionnel, si vous vendez et que vous avez effectué des amortissements, eh bien, vous serez sur la plus-value des professionnels. Donc attention, puisque les amortissements seront en quelque sorte rajoutés à votre plus-value. Donc tout ça, vous allez pouvoir retrouver plus de précision sur le BOFIP. BOFIP, je le rappelle, le bulletin officiel des finances publiques, qui se trouve en intégralité sur Internet. Alors, voyons maintenant comment créer une société de marchand de biens. Alors, il existe différentes structures juridiques pouvant accueillir l'exercice d'une activité de marchand de biens professionnel. Toutefois, je vous conseille d'opter pour la SAS si vous êtes donc plusieurs. Alors, une SAS, c'est une société par action simplifiée. Ou bien, si vous êtes seul, la SASU, donc c'est une société par action simplifiée unipersonnelle à capital variable. Alors, pour ouvrir votre société de marchand de biens, vous avez deux solutions. La première, la plus économique, elle se fait par Internet. Alors, il faut savoir qu'il y a plein de sites en ligne qui vous permettent d'ouvrir votre SAS ou votre SASU. Sachez que le site jurisociété.fr vous propose l'ouverture d'une société avec toute la documentation nécessaire, toutes les formalités comme l'immatriculation au greffe, le cabis, la publication légale ou encore la rédaction des statuts pour un coût estimé entre 400 et 600 euros. L'autre option, c'est de s'offrir les services d'un expert comptable qui vous accompagnera donc pour la création et la constitution de votre société. En revanche, le prix sera situé entre 1000 et 2500 euros. Alors donc c'est plus cher, mais évidemment vous aurez l'avantage d'avoir un interlocuteur précis, disponible et joignable géographiquement plus facilement. Alors souvent certains se demandent si une SCI comme structure, donc une société civile immobilière, est compatible avec l'activité de marchand de biens. Alors, elle n'est pas incompatible, mais elle n'est pas adaptée. En effet, marchand de biens, c'est une activité de commerçant. Et donc, à ce titre, ça exige de remplir des obligations classiques de commerçant, comme l'inscription au registre des commerces et des sociétés, donc le RCS, et également de tenir une comptabilité et des comptes annuels. Une société civile immobilière peut avoir dans ses statuts une activité commerciale, mais ça n'est pas vraiment adapté à l'activité de marchand de biens. Et quant au régime des auto-entrepreneurs, alors c'est vrai qu'il y en a qui se posent cette question également. De la même façon, c'est vraiment déconseillé parce que en fait, le régime d'auto-entrepreneur, il ne convient pas à un marchand de biens dans la mesure où ce régime, en fait, il exclut les activités assujetties à la TVA immobilière. De la même façon, et c'est très important, il n'est prévu aucune mesure de protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur, contrairement justement aux autres structures comme la SAS et la SASU. Maintenant, on va s'intéresser à l'assurance des marchands de biens, qui dit exercice d'une activité professionnelle, dit forcément assurance. Alors, quelle assurance doit-on prendre lorsqu'on exerce son activité ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que marchand de biens, votre responsabilité première, c'est celle d'un vendeur professionnel. Par conséquent, vous allez prendre une assurance qui s'appelle donc la RCP, c'est la responsabilité civile professionnelle. Et ce pour vous garantir des fautes commises dans l'exercice de votre activité. Alors, en tant que marchand de biens non réalisateur d'un chantier, il est important également de souscrire à un contrat qu'on appelle DO, dommage ouvrage, avec une garantie CNR, donc c'est constructeur non réalisateur, pour garantir votre responsabilité décennale. Cette assurance est très importante puisqu'en cas de défaillance d'une décennale de l'un de vos artisans présents sur le chantier, elle prendrait tout simplement le relais. Alors un petit conseil, demandez bien aux intervenants, donc les architectes, les bureaux d'études, les entreprises donc de rénovation auxquelles vous faites appel, de justifier des assurances dont ils sont titulaires. N'hésitez pas à vérifier les montants de garantie dont ils bénéficient, demandez évidemment les attestations délivrées par leurs assureurs et vérifiez qu'elles précisent bien
que ces garanties s'exercent pour la durée des travaux et évidemment qu'ils soient bien à jour de leur paiement de ces primes d'assurance. Alors, faites également attention au montant des garanties que couvrent vos assurances. Évidemment, je vous invite à réaliser plusieurs devis. Ce sont des montants assez conséquents. Donc, n'hésitez pas à comparer tous les devis. N'oubliez pas non plus que ce n'est pas parce que vous êtes marchand de biens que vous n'allez pas devoir prendre une assurance multirisque habitation du logement que vous achetez, même s'il est en rénovation. Eh bien, en tant que propriétaire de cet appartement ou de cette maison, eh bien, vous devrez opter pour une assurance multirisque habitation. Voilà, maintenant, on va pouvoir retrouver Audrey pour évoquer avec elle tous les thèmes et tous les détails de cette activité de marchand de biens au travers de différents podcasts. Alors, bonjour Audrey, on va s'intéresser aujourd'hui avec toi à la phase d'achat et à la négociation pour des opérations en nom propre. Alors, qui dit achat dit forcément s'intéresser à la notion de budget et à sa capacité d'emprunt. Alors Audrey, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la capacité d'emprunt ? Donc, votre capacité de financement se calcule à partir de critères bien identifiés. Donc, vous avez votre apport personnel, votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes salarié? Si vous êtes gérant de société, vos types de contrats. Prenez également en compte votre train de vie et par conséquent, votre pouvoir d'achat qui en résulte. Pour bien évaluer son budget, une simulation en ligne ne suffit pas toujours. L'idéal est de prendre rendez-vous avec son banquier ou avec votre courtier afin de vous faire une idée précise de ce qu'il est possible d'investir. Alors j'ai une question, je suppose que pour réussir dans l'activité de marchand de biens, il faut bien évidemment trouver des bonnes affaires. Alors, admettons, je trouve une excellente affaire et le jour où je fais ma visite, l'agent me dit qu'il y a déjà 3 offres et qu'il faut faire une offre au prix si on veut réaliser l'opération. Évidemment, je n'ai pas encore le financement. Qu'est-ce que tu préconises ? Ce que je préconise, déjà, on est dans un métier d'opportunisme. C'est-à-dire que des bonnes affaires, on va en avoir une tous les 6 mois, voire une par an. Donc, si c'est le cas, ça sera déjà très bien. Ensuite, ça implique qu'il va falloir dégainer rapidement parce que si c'est une bonne affaire pour vous, c'est également une bonne affaire pour d'autres marchands de biens, des particuliers, des proches du vendeur, ça peut être le voisinage, etc. Donc évidemment, je préconise de faire une offre d'achat avant d'avoir le financement. Oui, effectivement, ça peut être l'affaire de la décennie, donc on comprend bien ton raisonnement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, une fois qu'on a fait l'offre, combien de temps nous avons pour trouver le financement ? Alors, une fois que l'offre est acceptée, donc vous allez voir votre banque pour faire votre demande de financement. Et ensuite, une fois que vous avez signé le compromis, en règle générale, vous avez à peu près entre 40 et 60 jours pour obtenir votre financement. Donc si je résume, ou bien on fait donc l'offre lorsqu'on visite le bien, on sent que c'est une bonne affaire, on fait l'offre et on a d'ailleurs le financement, donc on fait une bonne affaire. Et puis dans le pire des cas, on fait l'offre, on n'obtient malheureusement pas le financement avec donc, le délai dont tu as parlé et on ne perd rien dans la mesure où on prévoit des clauses suspensives d'obtention de crédit, c'est ça ? Tout à fait. Très bien, abordons maintenant le thème de la négociation et la question suivante. Comment bien négocier lors de votre achat ? Alors, négocier peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Lorsque vous visitez un bien pour la première fois, n'exprimez pas toutes vos émotions et gardez vos réflexions pour vous. Donc, contentez-vous de quelques commentaires subtils dont le but est de préparer psychologiquement le vendeur qui est en face de vous afin d'obtenir une diminution de prix. Vous pouvez également créer un sentiment de concurrence en disant que vous êtes intéressé par un bien similaire et donc essayez de construire une relation avec le vendeur en créant un bon contact humain, en vous intéressant sincèrement à la personne. J'ai lu beaucoup de livres sur l'immobilier
Et j'ai retenu un passage concernant les techniques de négociation dans un ouvrage de Charles Morgan et où il faisait référence aux deux grands déclencheurs de l'esprit humain, donc à savoir le désir du gain et la peur de la perte. Donc l'idée, c'est d'arriver à pouvoir combiner ces deux motivations puissantes en faisant au vendeur une proposition qui allie à la fois l'opportunité de gain et la possibilité d'éviter une perte. Il est vrai que les Français ont très souvent un rapport assez émotionnel à leur patrimoine. Et il est conseillé de ne pas critiquer un bien lorsqu'on le visite en faisant une sorte d'état des lieux des choses négatives. Il est recommandé d'être plutôt sympathique et souligner ce qu'on aime. Pourquoi? Alors, parce il peut y avoir une dimension émotionnelle aussi dans une vente, c'est-à-dire que la personne qui vous vend, prenons l'exemple d'une maison, ça peut être la maison de son enfant, ça peut être la maison de sa maman, de son papa, ça peut être la maison dans laquelle il a élevé ses enfants. Il va y avoir un attachement à cette maison, à ce lieu, et il est vrai qu'on sera toujours plus enclin à vendre à une personne sympathique qu'avec une personne à laquelle on n'a pas eu forcément un bon feeling. D'ailleurs, j'ai une question à ce sujet, Audrey, qui concerne donc l'émotionnel. Lorsque tu fais une offre à une personne qui vend une maison, ou prenons l'exemple d'une maison, est-ce que tu te présentes en tant que marchand de biens? Alors non, pas forcément. Dans mes différentes opérations, lorsque je me retrouve en face d'un vendeur qui est attaché à sa maison, je ne précise pas que je suis marchand de biens parce que on a un petit peu une étiquette de on vient pour acheter, pour faire du business, alors que c'est une personne qui vend, qui a un attachement. Et il arrive souvent qu'ils ne vendent pas par choix, mais plutôt par contrainte. D'où l'importance de les rassurer dans ce qu'on va faire avec leur maison. Et il est probable également que lorsqu'on vient et que l'on se présente en tant que marchand de biens, les propriétaires du bien vont se dire c'est un marchand de biens qui vient, donc je ne vends pas assez cher. Très bien. Et concernant l'offre, qu'est-ce que tu préconises? Alors, dans le cas d'une très bonne affaire, n'hésitez pas à faire une offre au prix du mandat. Pour rappel, si on est dans le cadre d'un mandat exclusif, l'agence a pour obligation de vous vendre le bien. Maintenant, si on est dans le cas d'un bien qui a un fort potentiel, mais qui est sur le marché depuis un certain moment, n'hésitez pas à faire une offre agressive. Vous pouvez toujours revenir dessus. Tout à l'heure, on a évoqué, lorsqu'on faisait une offre pour un bien sans avoir eu le financement, on a évoqué les conditions suspensives d'obtention de crédit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet, s'il te plaît? La condition suspensive d'obtention de crédit, c'est la clause dans le compromis de vente qui vous protège en vous permettant de n'acheter qu'à condition d'avoir obtenu votre prêt. Si vous êtes sûr à 100% d'obtenir votre prêt, vous pouvez négocier votre achat en disant qu'à partir du moment où le compromis sera signé, la vente sera assurée et donc ne pas mettre de clause d'obtention de crédit. Alors, il est vrai que quand on est un vendeur et qu'on vend un bien, on est toujours un petit peu stressé, on a toujours aussi un petit peu peur en ce qui concerne l'obtention de crédit des acheteurs. Il n'y a rien de pire que, on va dire, 2 mois après avoir signé une offre de vente, avoir des acheteurs qui ne parviennent pas à obtenir leur crédit. Donc il est très important de faire part de psychologie, la psychologie du vendeur et de se mettre dans la tête du vendeur, de faire preuve d'empathie en se disant que le vendeur préférera probablement une offre un petit peu moins élevée qu'une autre offre, mais sans clause suspensive d'obtention de crédit. Plutôt qu'à donc d'autres candidats qui auraient effectué une offre un peu plus élevée, mais qui seraient dans l'obligation de contracter un crédit de 25 ou 30 ans, qui sera un peu juste. Croyez-moi, le vendeur sera plus enclin à vous vendre à vous sans clause suspensive. Si je peux rajouter quelque chose, vous pouvez toujours contracter un crédit pour votre achat et ne pas mentionner cette clause d'obtention de crédit dans le compromis.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas parce que on s'engage à effectuer cet achat sans réaliser un crédit qu'on ne peut pas faire un crédit une fois qu'on a notre offre qui a été acceptée. Oui, à partir du moment où votre notaire reçoit l'argent, la vente peut se réaliser. Oui, donc c'est quand même un levier de négociation qui est important de connaître, même si il faut s'assurer d'avoir le crédit. Alors, puisqu'on parle de négociation, on sait qu'il existe des techniques de négociation, alors pas forcément éthiquement recommandables, mais qui peuvent s'avérer très efficaces. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, je pense que tu fais référence à la concurrence fantôme. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une stratégie qui peut s'avérer très efficace et qui consiste donc à dire que vous avez fait une offre sur un autre bien similaire et que vous attendez une réponse. Et que dès que celle-ci sera acceptée, vous l'achèterez. Mais il y a encore moins éthique, c'est de faire visiter un bien que vous avez repéré, qui présente un fort potentiel, par un ou deux amis qui vont visiter ce bien avant vous, qui vont dénigrer ce bien, mais qui vont toutefois faire une offre très basse. Et donc vous allez visiter ce bien juste après et vous allez faire donc une offre légèrement au-dessus. Il est tout à fait envisageable que le vendeur soit soulagé de recevoir une offre mieux-disante d'une personne qui aura été bien plus positive avec son bien. On en revient encore à l'émotionnel. Très bien, on est sur le point de conclure ce volet négociation. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Alors oui, tout à fait. N'hésitez pas à négocier les frais d'agence en leur disant qu'une fois que le bien sera rénové, vous allez leur redonner à la vente. Très bien, donc les thèmes suivants, donc le compromis et l'offre, seront abordés dans le prochain podcast. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 8 consacré à l'offre d'achat et au compromis. Alors Audrey, concrètement, qu'est-ce qu'une offre d'achat? Il s'agit en réalité d'une promesse unilatérale d'achat par lequel vous vous engagez à acheter le bien à un prix déterminé avec une durée limitée dans le temps de validité. Votre offre devra être transmise au propriétaire qui doit vous la retourner signée avec mentionné offre acceptée au prix de en cas d'acceptation. Alors, beaucoup de personnes se demandent si, à ce stade-là, on doit, lorsqu'on fait une offre, faire une sorte de dépôt, donner un acompte. Alors à ce stade, pour être clair, aucun argent n'est à verser. Est-ce que cette offre d'achat est engageante pour l'acheteur? Alors si jamais vous souhaitez vous rétracter, alors pas de panique, vous avez 7 jours pour changer d'avis et renoncer. En revanche, contrairement à l'acheteur, le vendeur ne bénéficie pas d'un délai de rétractation de 7 jours. Donc, ce que tu veux dire, en fait, c'est que une fois que le vendeur a accepté l'offre d'achat, il ne peut plus se rétracter. Et donc, il est vraiment engagé à vendre au prix de l'offre acceptée. Alors oui, dans la mesure où il a accepté une offre par écrit et qu'il a contresigné et qu'il a donc mentionné offre acceptée, donc le vendeur ne peut plus se rétracter. Alors généralement, un vendeur souhaite se rétracter lorsque par exemple il trouve un autre acheteur à un prix plus élevé. Donc dans ce cas-là, l'acheteur il est tout à fait en droit de poursuivre l'exécution de son offre d'achat. Donc soit en obtenant du juge une condamnation du vendeur à réitérer la vente par acte authentique. Alors, que doit contenir une offre d'achat, Audrey? Alors, une offre d'achat, elle doit contenir l'adresse du bien, un prix auquel vous faites l'offre et une durée de validité qui est en règle générale de 1 à 2 semaines, au terme duquel l'offre sera caduque. Alors, dans le délai de validité de l'offre d'achat, le vendeur, lui, il est libre, donc soit d'accepter les conditions de l'offre du candidat acquéreur, soit de refuser l'offre si le prix proposé est inférieur à celui initialement fixé,
Ou alors, il peut encore faire une contre-proposition écrite, c'est-à-dire écrire donc une nouvelle offre qui rend l'offre initiale caduque. Très bien, nous allons maintenant passer au compromis de vente. Audrey, est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'est un compromis de vente ? Alors, c'est chacune des parties qui s'engage à acheter et vendre le bien. C'est ce que l'on appelle un engagement bilatéral. Il s'agit donc d'une véritable vente dans laquelle le transfert de propriété et le paiement du prix sont simplement reportés à la date de signature de l'acte authentique chez le notaire. Là encore, il peut y avoir des conditions suspensives dans le compromis, comme l'obtention d'un prêt par exemple, et donc il est fréquent que l'acquéreur verse une somme représentant environ entre 5 et 10% du montant de la vente. C'est ce que l'on appelle le dépôt de garantie. Le compromis peut être conclu devant le notaire, donc c'est un acte authentique, ou bien au sein d'une agence immobilière. Alors, une fois le compromis signé, vous avez un délai supplémentaire de réflexion qui s'appelle le délai de rétractation. Donc, le notaire ou l'agent immobilier vous envoie en lettre recommandée le compromis et à compter du lendemain de la première présentation de ce document, vous avez un délai de 10 jours. Si vous souhaitez vous rétracter, il faut simplement envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Très bien, Audrey, tu viens de nous donner une définition, on va dire, globale d'un compromis de vente. Maintenant, si on souhaite resituer ça dans l'activité d'un marchand de biens, alors que ce soit en société ou en nom propre, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller d'ajouter à un compromis ? Alors, différentes choses. Donc, on peut mettre, par exemple, une clause de substitution. Qu'est-ce qu'une clause de substitution ? C'est une phrase très simple qui va permettre à toute personne physique ou morale de pouvoir acheter à votre place le bien. Concrètement, si pour X raison vous n'achetez pas le bien, une autre personne peut réaliser l'achat à votre place. Oui, donc ce qui veut dire que, par exemple, tu t'es positionné sur un achat, une très bonne affaire, tu as fait ton offre, et par exemple, tu n'as pas le financement, ou bien tu as trouvé encore un meilleur projet, encore plus rentable, et donc tu souhaites te désengager. Tu utilises cette clause de substitution en proposant l'affaire à un collègue marchand de biens, à un proche, à un ami, et donc tu peux te désengager de cette vente sans aucun frais. Tout à fait, il n'y a aucun frais. Alors, on va maintenant évoquer les conditions suspensives. C'est un élément dont on a déjà parlé dans un autre podcast. Audrey, est-ce que tu peux me rappeler ce qu'est une condition suspensive ? Alors, je vais vous donner la définition juridique de ce qu'est une condition suspensive. Alors, une condition suspensive est une mention qui est écrite dans le compromis qui stipule que si le vendeur ou l'acheteur ne respecte pas les conditions inscrites, alors le compromis devient caduc et donc aucune pénalité ne sera imputée. Sachez qu'un compromis, c'est un simple contrat entre deux personnes. On peut donc choisir de mettre toutes sortes de conditions suspensives. Et je vais aborder avec vous les deux plus importantes. Donc vous avez la condition suspensive d'obtention de crédit et la condition suspensive essentielle à l'optimisation de votre projet. Alors, la condition suspensive d'obtention de crédit. Donc, c'est une mention dans le compromis qui protégera l'acheteur en cas de refus de prêt. Cette mention, elle est datée et cette date, elle est choisie entre l'acheteur et le vendeur. Donc, en règle générale, le notaire proposera 30 jours, mais on peut également demander 45, voire 60 jours. Durant le délai choisi, vous pourrez vous retirer de l'affaire sans aucun frais si vous avez un refus de crédit. Donc vous devrez présenter par contre à votre vendeur une ou deux lettres de refus de prêt pour être exonéré. Un conseil, lorsque vous serez vendeur et que votre acheteur demande des conditions suspensives d'obtention de prêt, il est important de mentionner dans ces mêmes conditions que votre acheteur devra vous donner dans les 15 jours suivants maximum une attestation de la banque comme quoi un dossier de prêt complet a bien été déposé. Alors passons maintenant aux conditions suspensives essentielles à l'optimisation de votre projet.
Par exemple, vous avez décelé un bien qui présente un fort potentiel, notamment en cas de division et de revente. Mais avant d'effectuer cette division, vous aurez besoin donc de l'accord de la copropriété. Et cette condition vous protégera, en cas de refus de la copropriété, de diviser votre bien. Voilà, en fait tout ça, ça va vous permettre, au cas où donc la copropriété vous refuserait la division, le projet ne devenant plus aussi intéressant et aussi rentable, de vous retirer de la vente sans pénalité. Alors un autre exemple, vous achetez un bien et vous souhaitez l'agrandir. Alors vous pouvez par exemple dire en conditions suspensives que vous achetez le bien seulement une fois le permis de construire accordé et bien évidemment le recours des tiers purgé. Alors je précise que dans ce cas, le vendeur pourrait vous demander des indemnités d'immobilisation. Si tout se passe bien, cette somme viendrait en déduction du prix d'achat. A l'inverse, si vous n'obteniez pas le permis et que finalement vous refusiez d'acheter, vous laisseriez cette somme au vendeur. Nous allons conclure ce podcast avec le dépôt de garantie. Lorsque l'on signe un compromis de vente, donc le vendeur demande en général que l'acheteur dépose en séquestre chez le notaire 5 à 10% du montant de la transaction. Le dépôt de garantie doit se faire uniquement sur le compte du notaire par virement. Et sachez également que ce n'est pas du tout obligatoire. Lors du compromis, si vous n'avez pas cette somme, vous pouvez demander de ne pas déposer d'argent ou alors une somme infime, comme par exemple 500 €. Donc en effet, vous pouvez faire une opération en empruntant la totalité de la somme et ne pas avoir d'épargne à déposer. Et enfin, si vous renoncez à l'achat de votre bien, alors que vous n'êtes plus protégé par les conditions suspensives, la clause pénale vous sera plus difficilement imputée. Alors une petite astuce pour rassurer les vendeurs, plutôt que de leur dire que vous n'avez aucun apport, dites-leur que vous avez par exemple des sous placés en assurance vie. Seulement le fait de les sortir vous coûterait beaucoup de frais. Alors à l'inverse, lorsque vous êtes vendeur, dans ce cas, je vous conseille de demander ces 5% de dépôt de garantie. Effectivement, ça vous permettrait de pouvoir récupérer en cas de rétractation de l'acheteur hors délai, de pouvoir récupérer la somme posée en séquestre. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 10. Je vous rappelle que nous sommes avec Audrey de MDB Conseil et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la phase qui se situe entre la conception des plans et l'optimisation de votre bien. Alors c'est une phase qui est importante, très importante même, puisque c'est la phase qui va déterminer la plus-value que vous allez apporter au bien que vous avez acheté. Audrey, est-ce que tu valides mon introduction ? Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, faire ces plans constitue une étape très importante pour réussir ces travaux de rénovation et également pour optimiser ces espaces intérieurs. Je rajouterai également que les plans permettent de représenter graphiquement et techniquement un bien en prenant en compte la nouvelle restructuration du projet et sa faisabilité. Est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les étapes à respecter, par où on commence une fois qu'on a son bien et qu'on souhaite l'optimiser ? Alors, dans un premier temps, il faut voir déjà ce que vous souhaitez réaliser. Alors, par exemple, combien de pièces vous souhaitez créer ? Est-ce qu'il y a une possibilité de diviser le logement ? Également, veuillez à vérifier le changement de destination des pièces. Comme par exemple, vous avez à l'époque dans les appartements, vous aviez beaucoup de cuisines séparées. Vérifiez si cette cuisine peut être transformée en chambre pour augmenter le nombre de pièces dans un bien que vous allez rénover. Les plans vont donc être le fil conducteur de votre chantier pour vos artisans. Donc ils seront très importants tout au long de vos travaux. Alors dans un second temps, on réalise les métrés et les prises de cote. Donc on prend toutes les mesures pièce par pièce et donc on indique sur son plan où se trouvent les murs porteurs, les murs non porteurs, ainsi que l'emplacement des pièces comme la salle de bain, le salon, les chambres, les WC séparés s'il y en a, les placards, etc.
Alors, j'ai une question à te poser. Dans le jargon immobilier, souvent on entend parler d'un terme qui s'appelle le plan état des lieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Dans l'architecture, c'est ce que l'on appelle un plan de niveau. Donc c'est le plan le plus important. Il s'agit d'une vue du dessus qui représente les différents espaces et limites. Donc c'est là où vous pouvez voir les murs, les portes, les fenêtres et avoir donc tous les métrés. Vous pouvez également retrouver ce plan sur vos diagnostics techniques lors de votre achat avec le nombre de mètres carrés par pièce. Alors souvent ce plan n'indique pas les cotes précises de toutes vos pièces. Pensez à prendre un maximum de temps pour cette étape car cela vous permettra d'éviter des mauvaises surprises et de créer un intérieur fonctionnel sans faire d'erreur de conception. De plus, cela permet à vos ouvriers d'avoir une vision en 2 dimensions et en 3 dimensions du résultat final de votre chantier. Ok, donc on a respecté les étapes que tu as définies précédemment. Maintenant, comment créer concrètement des plans? Alors pour ma part, j'utilise le site gratuit Cozy Casa afin d'effectuer mes plans de niveau. Donc ainsi, pour chaque artisan, j'indique une légende avec toutes les nouvelles créations, par exemple de pièces, installations techniques à faire dans l'appartement. Un plan 3D meublé qui permet de visualiser le rendu final avec les dimensions des meubles exactes, ce qui permettra d'organiser donc l'aménagement intérieur. J'effectue toujours 3 plans techniques sur mes chantiers. Donc il y a un plan technique pour la maçonnerie, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le gros œuvre, second œuvre, un plan technique pour la plomberie et un plan technique pour l'électricité, climatisation, VMC. Alors sachez qu'on mettra sur la vidéo un exemple de plan avec le avant-après. Et notamment la transformation d'un 2 pièces en 3 pièces. Alors parlons maintenant de l'optimisation de votre bien. C'est généralement l'étape suivante, bien qu'il puisse vous arriver en tant que marchand de biens, de ne pas avoir à reconcevoir un bien que vous avez acheté. Cette phase d'optimisation sera en revanche capitale dans tous vos projets immobiliers. Alors Audrey, personnellement, comment toi, tu optimises ton bien? De mon point de vue, il est très important de déclencher un véritable coup de cœur pour vos acheteurs. Les premières minutes sont les plus importantes. Pour cela, il faudra créer une véritable ambiance décorative. Pour optimiser au mieux, je vous conseille de meubler votre bien à moindre coût. Donc il existe une multitude de magasins de déco pas chers, comme par exemple l'un des plus connus, Ikea, et d'autres magasins en ligne, comme par exemple vous avez Alinea, Miliboo, etc. L'émission Maison à vendre de Stéphane Plaza vous montre bien à quel point on peut transformer à moindre coût un appartement, une maison. Plus techniquement, pour optimiser un bien, il faut que la circulation dans l'appartement soit simple. Donc essayez de gagner de l'espace, créer une disposition idéale et fonctionnelle des parties jour-nuit. Adoptez un espace de vie aéré avec des rangements pratiques et qui montre tout l'espace possible des différentes pièces. Retirez tous les meubles inutiles, dépersonnalisez votre intérieur et apportez une harmonie décorative. Privilégiez des couleurs neutres comme pour vos cuisines, vos meubles, votre décoration. L'optimisation des biens passe aussi par cette neutralité qui pourra séduire de futurs potentiels acquéreurs. Pour cela, je conseille de peindre en clair les murs pour réfléchir la lumière. Il est important d'avoir des ouvertures dans chaque pièce pour une luminosité optimale. La valorisation immobilière est appelée plus précisément homestaging en anglais. Donc on parle aussi également de house staging en Angleterre. Voilà, merci Audrey pour ces conseils et ces étapes. C'est vrai que cette phase-là est très importante. Et n'oubliez pas, quand vous achetez un bien, de toujours vous dire qu'il faut que vous apportiez quelque chose à ce bien. C'est ce qui fait la différence avec quelqu'un qui achète un appartement neuf. Acheter un appartement neuf, qu'est-ce qu'on va lui apporter? Il est neuf. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Rien. Donc la plus-value, elle sera très difficilement réalisable. En revanche, si vous achetez dans l'ancien, par la division, par le changement de destination, par exemple vous achetez des bureaux et vous en faites des appartements,
ou un T2, avec une cuisine séparée, vous le changez, vous en faites un T3. Voilà, il faut toujours réfléchir à ce que vous allez apporter à l'issue de votre opération. On se retrouve très bientôt pour un podcast destiné à la division et à la création de l'eau. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast 11 consacré aujourd'hui à la division et à la création de l'eau. Toujours en compagnie donc d'Audrey de MDB Conseil. Ce podcast revêt une importance particulière puisque nous allons voir ensemble que la division et la création de l'eau, on a parlé un petit peu précédemment dans le podcast précédent que la création de pièces, est un des leviers les plus importants en termes de plus-value pour un marchand de biens. Bonjour Audrey, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, comme tu l'as dit, les marchands de biens utilisent différentes stratégies pour apporter une valeur ajoutée aux biens dont ils ont fait l'acquisition. La division fait partie de ces stratégies, la création de l'eau également. Alors Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la majorité des marchands de biens optent pour ce type de stratégie ? Tout simplement parce que revendre à la découpe est plus rentable que de revendre par exemple un seul appartement. Alors certes, ça entraîne des frais supplémentaires, comme par exemple ajouter une cuisine, ça peut être d'ajouter plus de mobilier, création de cloisons, également des créations de compteurs, mais l'opération est plus rentable. Effectivement, lorsqu'on vend à la découpe, on vend des superficies qui sont plus petites, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des cas, les petites surfaces au mètre carré sont plus élevées que des grandes surfaces. Si on prend l'exemple d'un immeuble, vous avez un studio et un T4 dans ce même immeuble. Eh bien, le prix du mètre carré du studio va être supérieur au prix du mètre carré du T4. Voilà, c'est un peu la spécificité de l'immobilier et c'est pour ça qu'il est intéressant de revendre à la découpe des plus petites surfaces. Maintenant, avant d'effectuer votre division, il va y avoir toute une série de points, une sorte de checklist à vérifier avant de vous lancer dans cette division et Audrey va nous en parler. Tout d'abord, nous allons parler de la plomberie. Commençons par les arrivées d'eau. Dans un premier temps, il va falloir déterminer si la puissance est suffisante ou pas. C'est à vérifier avec votre plombier. Vous allez également vérifier la possibilité de rajouter un compteur d'eau. Parlons maintenant des évacuations des eaux usées. L'évacuation actuelle est-elle suffisante ? Prenez soin de vérifier que le diamètre de votre canalisation immeuble est assez large pour pouvoir gérer l'évacuation d'un volume d'eau usée plus important. Dans le cas contraire, vous allez vous habituer à voir défiler les sociétés de débouchage chez vous. Ça sent le vécu tout ça, non ? C'est pas faux. Donc, lors de ma première opération d'achat-revente, j'avais acheté une maison de village. J'ai effectué une division et donc j'ai oublié de vérifier le diamètre de la canalisation immeuble, ce qui a provoqué un bouchon et un dégât des eaux dans l'un de mes appartements. Mais les erreurs font partie de l'apprentissage. Effectivement, je te rejoins sur ce point-là et j'ai une question à te poser qui concerne la gestion des travaux sur les parties communes. On parlait d'une évacuation d'eau. Lorsque tu n'as pas la totalité de l'immeuble, comment ça se passe ? Alors effectivement, l'idéal, c'est d'acheter un immeuble entier plutôt que d'avoir un appartement avec d'autres copropriétaires. Car par exemple, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas faire n'importe quels travaux sur des parties communes sans leur autorisation. Dans le cas où vous êtes dans un immeuble avec d'autres copropriétaires, vous allez devoir demander à faire une AGE, une Assemblée Générale Extraordinaire, pour une autorisation de travaux sur une partie commune. Alors, un autre point à vérifier maintenant, c'est pour l'électricité. Y a-t-il une possibilité de créer un nouveau compteur dans les parties communes ? Posez-vous la question également s'il y a par exemple de la place sur le tableau actuel où sont situés tous les compteurs de votre copropriété. Alors pour info, lors de l'une de mes divisions, il y avait un compteur qui était non utilisé et donc mon électricien a dû simplement se raccorder dessus, ce qui a été un véritable gain de temps et d'argent. Une petite info supplémentaire, à noter que l'installation d'un compteur doit se situer entre 1 mètre et 1,80 m.
Alors ensuite, vous pouvez vérifier tout ce qui concerne la VMC. Veuillez à vérifier les aérations. Donc avoir une bonne circulation de l'air dans votre logement va vous permettre de réduire les dégradations dans le temps, car un bien qui est non ventilé entraîne des détériorations. Il est important d'avoir un maximum d'ouverture pour toutes vos pièces. Alors, vérifiez également vos planchers. Dans les immeubles en béton, pas de problème. Mais dans les maisons de village, par exemple, les planchers à l'époque étaient faits en bois et rajouter une charge supplémentaire peut créer un affaissement supplémentaire de votre plancher ou plus grave, un écroulement. En effet, le poids d'une cuisine supplémentaire, de cloisons isolantes par exemple qui sont plus épaisses et plus lourdes qu'une simple cloison normale, et de rajouter du mobilier qui n'est pas prévu à l'origine peut donc créer une surcharge. Alors vérifiez que votre plancher ne présente pas d'affaissement. Dans le cas où vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à faire appel à un ingénieur béton. Ensuite, nous allons parler des fenêtres. Donc, dans le cas où vous souhaitez créer une fenêtre supplémentaire à votre bien. Vérifiez que l'alignement vertical et horizontal de vos fenêtres soit respecté. Que l'ensemble soit uniforme, car si ce n'est pas le cas, la mairie peut refuser la demande d'autorisation des créations de fenêtres supplémentaires. Très bien André, merci pour ces éléments. On va parler maintenant de la division et on va aborder le sujet de la division officielle. Il existe également la division officieuse. Est-ce que tu peux nous donner les différences ? Pour tous vos projets d'achat-revente, il est important de faire une division officielle. C'est-à-dire que vous devez faire une assemblée générale extraordinaire pour demander la validation de la copropriété. Vous devez faire appel à un géomètre. Vous devez faire également appel à votre notaire pour la rédaction descriptive de division. Vous devez créer un compteur supplémentaire pour l'eau, l'électricité. Et donc, votre lot sera complètement indépendant. Pour la division officieuse, il n'y a pas toutes ces démarches à faire. Vous pouvez simplement rajouter des compteurs défalcateurs pour calculer la consommation d'eau, électricité. Il n'y a pas d'administratif, donc il y a moins de frais, etc. Cependant, il n'est pas possible de revendre votre appartement à la découpe car il n'a aucune existence juridique. Alors je m'explique. Par exemple, au centre des impôts, pour le calcul de votre taxe foncière ou de votre taxe d'habitation, votre logement n'a pas d'existence et donc sera calculé sur votre unique lot. Voilà, vous l'aurez compris, la division officieuse qui peut être une très bonne stratégie dans la recherche de cash flow lorsqu'on fait de l'investissement locatif. Nous, on s'en occupe pas vraiment parce que quand on fait de l'achat-revente, évidemment, il faut aucun frein à la revente et vendre des lots dont l'existence est officieuse, ça n'a vraiment aucun intérêt. Alors maintenant, on va essayer d'être concret, Audrey. Je viens d'acheter un appartement, je sais rien, 90, 100 mètres carrés, assez grand, et je veux procéder à une division. Comment je vais m'y prendre ? Avant tout, diviser dans le but de revendre implique d'obtenir plusieurs autorisations. Chaque logement doit avoir son compteur d'eau et d'électricité, ainsi qu'un numéro de lot mentionné dans le règlement de copropriété avec votre code-part. Donc ça s'exprime en tantième, millième pour le calcul des charges. Alors la première étape, il faut faire appel à un géomètre expert afin de certifier les mesures des différents lots et de répartir les tantièmes des différents lots. Deuxième étape, il faut prendre rendez-vous avec votre notaire. C'est à partir de documents fournis par le géomètre que le notaire va pouvoir établir l'acte faisant état de la création du nouveau lot. La séparation de lots en deux va modifier le règlement de copropriété. Votre notaire va donc établir un modificatif de l'état descriptif de division dans le règlement de copropriété. Troisième étape, vous devez obtenir l'accord préalable des autres copropriétaires à majorité afin qu'ils acceptent la modification de votre lot en deux lots. Vous pouvez organiser une assemblée extraordinaire afin d'obtenir les signatures des copropriétaires afin de ne pas attendre votre assemblée générale annuelle.
Il peut également vous arriver de vouloir acheter une partie commune. Dans certains cas, il sera nécessaire, afin d'optimiser son bien, de faire un rachat de partie commune. Alors, le processus sera exactement le même: géomètre, modificatif de l'état descriptif et tantième, rédaction chez le notaire du nouveau projet de règlement de copropriété. En effet, il est souvent judicieux d'acheter des parties communes. Tout à l'heure, on prenait l'exemple d'une division d'un appartement de 90 ou 100 mètres carrés. Il va bien évidemment falloir créer une porte pour le lot supplémentaire. Et souvent, il est judicieux de créer un SAS qui va distribuer les 2 appartements, SAS qu'on va donc positionner dans une des parties communes. Alors évidemment, ce rachat peut avoir un coût. Vous pouvez proposer, par exemple, si vous achetez, je ne sais pas moi, 3 marches d'un escalier pour pouvoir positionner votre SAS ou une autre entrée, vous pouvez proposer 1 euro symbolique. Alors après, vous êtes soumis à l'accord des autres copropriétaires. Vous pouvez également proposer, en échange de la cession de ces marches, de cette partie commune, si je puis dire, vous pouvez proposer par exemple de prendre en charge la réfection de la cage d'escalier. Le tout, c'est d'arriver à un accord gagnant-gagnant, gagnant pour la copropriété, qui va se voir valorisé par votre démarche et votre action, et votre bien qui va prendre de la valeur. Alors, on a parlé tout à l'heure, on a abordé un élément important, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est une réunion de copropriétaires dans le but de faire voter, valider un projet. Il faudra compter au minimum 21 jours après votre demande auprès du syndic pour que cette réunion ait lieu. Votre syndic enverra le projet ainsi qu'une convocation à chacun des copropriétaires à la date choisie. Durant cette réunion, il faudra voter pour ou contre. Pour que celle-ci soit acceptée, il faut obtenir la majorité absolue de l'article 25, la moitié plus 1 des tantièmes. Les copropriétaires ont également un droit de rétractation de 2 mois après l'Assemblée. Votre notaire devra donc attendre un délai de 2 mois après l'Assemblée générale. Tu abordes le sujet du notaire, puisqu'on est dans le cas d'un achat-revente avec comme condition suspensive l'acceptation d'une division par la copropriété. Terme qu'on a vu d'ailleurs dans un podcast précédent. Absolument. Et je rajouterai que si votre objectif est de diviser votre logement en 2 pour faire du locatif ou de la revente, n'oubliez pas de réaliser les diagnostics obligatoires pour vos 2 lots afin de les mettre à la location ou à la vente. Oui, Audrey vous parle de location parce qu'on a vu dans des podcasts précédents que avant de revendre des appartements clés en main, il est souvent judicieux de les louer, notamment en location courte durée. En effet, et j'ajouterai que cette pratique est tout à fait autorisée car chacun est libre de jouir à sa convenance de ses parties privatives, tant qu'elle ne vient pas en contradiction avec le règlement de copropriété qui pourrait par exemple interdire clairement ce genre de sous-division. Alors maintenant, on va faire un petit récapitulatif. Donc, pour effectuer une division officielle, donc, il faut la création d'un nouveau compteur d'électricité et d'eau. Il faut avoir obligatoirement un accès indépendant, donc c'est une porte d'entrée ou un SAS. Éviter tout passage de tuyaux ou de câbles d'un lot à l'autre. Poser bien évidemment une autre boîte aux lettres. Lorsque vous allez diviser votre bien en 2, n'oubliez pas de poser une cloison de type phonique. Donc ce sont des cloisons séparatives avec une isolation acoustique élevée. Alors n'oubliez pas également que lorsque l'on fait une division de lot, cela peut également impliquer la création de parkings supplémentaires. Donc l'urbanisme de votre commune sera vous renseigner si selon votre projet de division, avec la création de plusieurs lots, des créations de places de parking sont nécessaires. Audrey, merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors c'est vrai que
On a essayé de faire un podcast assez concis, parler de division et de création lot, il y a beaucoup de choses à dire. On a fait ça en moins de 15 minutes. En tout cas, si vous avez des commentaires, des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On essaie de faire vraiment le plus concis possible, le plus complet, mais on essaie de faire le moins de blabla possible. Donc on espère que vous apprécierez. On se retrouve très prochainement avec un autre podcast qui concernera la surélévation. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 12. On est toujours avec Audrey de MDB Conseil et aujourd'hui le thème abordé sera la surélévation. Alors tout comme la création de lot ou la division, chose que nous avons étudiée dans des podcasts précédents, eh bien nous allons voir que la surélévation est également un excellent moyen de créer une plus-value sur un bien dont vous venez de faire l'acquisition. Alors, bonjour Audrey, est-ce que tu peux nous indiquer ce qu'est une surélévation ? Bonjour à tous. Alors, la surélévation consiste à réaliser une extension d'un bâtiment existant afin d'augmenter la superficie totale sans en modifier la superficie au sol. Les travaux consistent à déposer la toiture existante, à rehausser les murs périphériques, avec pour but la création d'appartements supplémentaires, comme dans un immeuble. Donc pour résumer, en fait, c'est une autre façon de créer un lot ou des lots qui est différente de la division que nous avons évoquée dans un podcast précédent. Audrey, je te laisse poursuivre. Alors, voyons ensemble ce que ça peut générer sur le plan écologique. La surélévation permet, grâce aux bénéfices réalisés avec la vente des logements, le financement des travaux de rénovation, d'isolation thermique et d'amélioration de la performance énergétique de l'ensemble du bâtiment. Maintenant, sur le plan architectural, la surélévation va permettre d'enrichir l'expression architecturale de certains bâtiments, d'améliorer leur insertion dans le paysage rural. Les diagnostics réalisés sur les projets de surélévation permettent de mieux connaître l'état général de l'immeuble et de son sous-sol. La surélévation permet d'accroître la valeur patrimoniale du bâtiment en le rénovant. Alors maintenant, nous allons voir ce qui nous intéresse le plus, c'est sur le plan financier. La surélévation permet la réalisation de surfaces d'habitation neuves de qualité dans les étages supérieurs des immeubles. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix, une estimation, parce que je suppose que ça va varier selon les cas, mais d'une surélévation? De manière générale, le coût d'une surélévation est d'environ 2 000 € du mètre carré sans aménagement. Très bien. Y a-t-il d'autres avantages sur le plan financier à effectuer une surélévation? Oui, il y a d'autres avantages. Si on est dans le cas d'une création de lot, cela implique l'ajout de nouveaux copropriétaires et par conséquent une diminution des charges et des frais de fonctionnement de l'ensemble du bâtiment. Très bien et merci. Alors, maintenant, parlons concrètement. J'ai fait l'acquisition, admettons, d'un immeuble avec un rez-de-chaussée et un étage. Et je souhaite surélever ce bâtiment. Comment savoir si j'ai le droit de surélever ce bâtiment ? Il est important de rappeler que le plan local d'urbanisme, le PLU, définit le respect des règles d'urbanisme et encadre les hauteurs de construction neuve ou de surélévation de bâtiments existants. C'est donc une analyse au cas par cas. Donc, chaque projet est analysé sur ses qualités patrimoniales du bâtiment existant, expression architecturale par exemple. Pour le dernier niveau qui concerne la toiture, il est également précisé que l'adjonction des volumes bâtis ne peut être autorisée que dans la mesure où il s'intègre de façon harmonieuse dans sa composition d'ensemble. Et bien que rares, les propriétaires doivent vérifier avec un notaire qu'aucune servitude de droit privé ne bloque la possibilité de surélever leur bâtiment. Alors maintenant, nous allons voir la maîtrise d'ouvrage. Donc le propriétaire doit mentionner un architecte, un bureau d'études techniques,
faire établir des diagnostics nécessaires, faire également établir tout ce qui est des démarches administratives, faire appel à un géomètre expert pour calculer les nouveaux tantièmes, faire un dépôt de permis de construire, mettre en place le projet de financement de l'opération et dernière étape, la construction par une entreprise. L'étude de structure doit être réalisée par un bureau d'études indépendant. Donc, elle comprend une étude de la nature des sols afin de déterminer la stabilité du bâtiment et une étude de la capacité porteuse de l'ouvrage. C'est-à-dire, on parle dans ce cas-là de fondation. Alors, il existe plusieurs solutions techniques pour construire. Donc, premièrement, on a les techniques traditionnelles. C'est tout ce qui est béton, acier, ou on a des solutions qui sont plus légères à ossature en bois. Alors ça, c'est un petit peu nouveau, c'est ce qu'on utilise un peu plus fréquemment que les années précédentes. Et ça a l'avantage d'être 5 fois plus légère que le béton. Et il existe également aussi la possibilité d'avoir ce que l'on appelle des modules préfabriqués à mettre en place donc, pour le cas d'une surélévation. Audrey, merci pour la qualité et la précision de tous ces éléments. Donc, si je résume concrètement, j'ai acheté le bien dont je vous ai parlé tout à l'heure comme exemple avec le rez-de-chaussée et le premier étage, et donc je veux réaliser une surélévation. La première étape, donc, ça va être de prendre rendez-vous avec l'architecte conseil de la mairie à l'urbanisme. Ensuite, je vais faire réaliser par l'architecte un dossier, et c'est lui qui fera tous les rendez-vous avec l'administration. Je vais bien évidemment attendre que le permis soit accepté. Ça prend 2 mois. Je vais également attendre que le recours des tiers soit purgé. Encore 2 mois supplémentaires. Et je n'oublierai pas, bien évidemment, de déclarer cette surélévation de l'immeuble au plus tard 90 jours après la fin des travaux aux impôts de ma commune. Alors, naturellement, ce projet de surélévation ne sera judicieux que si vous vous situez dans une zone où le prix à la vente du mètre carré se situe aux environs de 5 000 € du mètre carré. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a vu tout à l'heure que le coût des travaux pour une surélévation était au minimum de 2 000 € du mètre carré. Donc si on rajoute tous les frais annexes occasionnés par cette surélévation, plus les impôts, vous l'aurez compris, on vous déconseille de vous lancer dans un tel projet, sauf si vous vous situez dans une zone où le prix du mètre carré est élevé. C'est-à-dire, on vous parlait de 5 000 € avant, mais c'est vraiment un minimum. Et là, effectivement, ça peut être intéressant. Et on ne se lance pas dans un projet comme ça pour réaliser une petite plus-value. On recherche la grosse plus-value quand on se lance dans ce type de projet. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous sera utile dans vos démarches de surélévation. N'hésitez pas à apporter votre expertise pour ceux qui sont experts ou vos commentaires ou vos suggestions en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast. Bonjour et bienvenue à tous sur ce podcast numéro 13, toujours en compagnie d'Audrey de MDB Conseil. Podcast aujourd'hui qui va aborder le thème de la prospection. Phase, vous l'aurez deviné, très importante puisque lorsque vous effectuez vos opérations d'achat-revente, s'il est vrai que c'est à la revente que vous touchez vos bénéfices, c'est en réalité à l'achat que vous ferez votre affaire. Alors Audrey, quelles sont selon toi les bonnes pratiques, la bonne routine, le bon plan d'action à adopter pour effectuer une recherche efficace ? Avant tout, il est important de rappeler que tout le monde recherche une bonne affaire. Donc, vous serez en concurrence non seulement avec d'autres marchands de biens professionnels, mais également avec le particulier du coin. Vous pouvez connaître la chance du débutant et trouver une bonne affaire en 1 semaine, ou comme la plupart des investisseurs, vous pouvez mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais sur la durée, il est important de mettre en place un véritable plan d'action pour vous donner un maximum de chances de trouver la bonne affaire.
Vous devez être discipliné et rigoureux dans vos recherches. Mais alors, quels sont les éléments, selon toi, qui te font détecter qu'on est face à une bonne affaire? Alors, premièrement, le prix du bien est inférieur au prix du marché. Deuxièmement, le prix est bien inférieur au prix du marché car le bien a besoin d'être rénové. Troisièmement, vous trouvez un bien au prix du marché, cependant, vous avez détecté un potentiel d'optimisation. Alors, qu'est-ce que tu entends par potentiel d'optimisation? Alors par exemple, c'est dans le cas où vous achetez un appartement et vous allez faire par exemple de la création ou de la division de lots. Oui, par exemple, vous achetez un appartement de 100 mètres carrés, vous allez donc procéder à une division et vous allez créer deux appartements, deux T3 de 50 mètres carrés que vous allez revendre séparément et vous allez donc créer une plus-value même en l'ayant acheté au prix du marché. Alors oui, tout à fait. Et vous avez également le cas donc de la surélévation, c'est dans le podcast précédent, on évoquait ce cas-là, ou encore vous pouvez faire un changement de destination. Vous achetez par exemple 100 mètres carrés de bureau d'un cabinet d'huissier au premier étage d'un immeuble bourgeois et vous allez donc effectuer un changement de destination pour en faire donc des logements propres à l'habitation et vous allez diviser, rénover et vendre clé en main des deux appartements. Alors, vous les aurez probablement achetés un petit peu moins cher que le prix du marché, puisque ils nécessitaient donc beaucoup de travaux pour les rendre propres à l'habitation, comme des travaux, rajouter une cuisine ou deux, des cloisons, tous les frais liés à une division. Et malgré ça, vous pourrez réaliser une belle plus-value. Alors, concrètement, Audrey, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta routine quotidienne de recherche d'un bien rentable? Alors chaque matin, je prends entre 30 minutes et 1 heure pour consulter donc toutes mes alertes. Alertes que j'ai préalablement programmées et paramétrées. Alors, lorsque vous allez configurer vos alertes, évidemment, les paramètres vont être différents selon chacun. Ceux qui recherchent un immeuble à diviser, eh bien, ils vont taper immeuble. Ceux qui ont un budget de 500 000 euros, ils vont taper 500 000 euros. Voilà, chacun va paramétrer en fonction de ses critères personnels. Alors les alertes, vous pouvez les placer donc sur les principaux sites immobiliers, comme par exemple, vous avez le plus connu, donc c'est Le Bon Coin. Vous avez également Se Loger, par exemple vous avez PAP, Logikimo, Viva Street, Paru Vendu. Mais également, vous pouvez placer donc des alertes sur les sites d'agences immobilières. Grâce à cela, vous allez recevoir tous les jours votre sélection et ça va vous permettre donc de gagner du temps et d'identifier une potentielle bonne affaire. Voilà, ça c'est la routine classique qui est bien évidemment inévitable. Maintenant, qu'est-ce que, Audrey, tu effectues d'autre pour justement trouver la perle rare? Il est important d'être en contact avec des agences immobilières. Au-delà d'être en contact avec ces agences, il est primordial d'avoir créé une relation de confiance. Alors, que mets-tu en place concrètement pour justement avoir des relations de confiance avec ces agences immobilières? Lors de mes premières opérations, lorsque je prospectais les agences, je m'engageais à remettre le bien une fois rénové en vente en agence avec un mandat exclusif, ce qui permet à l'agence de toucher une double commission en quelques mois. Je garantissais donc toujours un mandat exclusif de 3 mois et une fois passé ce délai, je mettais mon bien en vente chez 2 autres confrères supplémentaires au maximum. Alors, il n'en faut pas plus car imaginez votre bien, par exemple, sortir 3 ou 4 fois sur la page de seloger.com avec différentes agences. Eh bien, votre bien va être malheureusement moins bien considéré et va perdre donc en intérêt aux yeux de vos futurs acquéreurs. Voilà, donc si on revient sur le sujet de la prospection, il y a un véritable intérêt à travailler avec des agences immobilières. Entretenir des relations de confiance avec les agences immobilières, ça fait vraiment partie de l'activité d'un marchand de biens. Alors maintenant, quand on débute une activité de marchand de biens, on n'a pas encore ces relations de confiance avec ces agences.
Comment on s'y prend? Eh bien, on va privilégier le contact physique plutôt que le téléphone. Des coups de téléphone, une agence pour des biens, pour des annonces, ils en reçoivent des dizaines, voire des cinquantaines quand un bien est intéressant chaque jour. Ce qui retient l'attention d'un agent immobilier, c'est pas une petite note, un petit post-it laissé par une secrétaire en demandant de vous rappeler. C'est un contact physique, un échange, un vrai échange. Donc, on vous conseille d'aller voir les agences. Le mieux, c'est d'y aller, bien évidemment, avec une tenue vestimentaire soignée, et puis de vous présenter. Vous pouvez avoir également une carte de visite et de leur dire voilà ce que vous faites, votre activité. Vous pouvez aussi être muni d'un iPad ou d'une présentation digitale pour montrer les opérations que vous avez effectuées, même si vous les avez fait effectuer en nom propre. Et il faudra donc les convaincre de l'intérêt qu'ils auront à travailler avec vous. On peut parler d'une relation, enfin d'une collaboration en réalité. On collabore avec ces agences. Alors Audrey, quelles sont les autres actions que tu mets en place pour détecter les bonnes affaires? Un conseil supplémentaire, si vous connaissez dans votre entourage des professionnels comme des architectes, ça peut être des notaires, avocats, banquiers, également n'hésitez pas à contacter les syndics de copropriété, aller voir les gardiens d'immeubles. Ce sont eux qui détiennent beaucoup d'informations et qui sont au cœur des affaires. Voilà, d'où l'importance d'avoir véritablement développé un réseau, on va dire, de proximité, de quartier, de voisinage, pour que s'il y a une bonne affaire, eh ben, elle vous passe pas à côté. Voilà, donc une fois que vous avez réalisé tout ça, on peut considérer que vous avez mis en place une sorte de toile, prêt à piéger, à attraper toutes les bonnes affaires, donc via les alertes, via vos agents immobiliers, via donc les professionnels que vous pouvez connaître, via votre réseau de proximité, et donc vous allez attendre que les bonnes affaires soient attrapées par cette toile mise en place et donc arrivent jusqu'à vous. Maintenant, parfois celles-ci ne vont pas arriver. Audrey, est-ce que tu as une autre stratégie à suggérer dans ce cas-là? Moi, ce que je suggère, c'est lorsque l'affaire ne vient pas à vous, c'est d'aller la chercher vous-même. Concrètement, repérez tous les biens à rénover dans un secteur précis que vous avez déterminé, que vous avez choisi, où vous souhaitez investir et n'hésitez pas à aller au service de l'urbanisme de votre ville pour demander les coordonnées du propriétaire. Qu'est-ce que le service de l'urbanisme? Alors, c'est le cadastre et le cadastre, pour définition, c'est un ensemble de plans administratifs qui recense et identifie toutes les propriétés immobilières d'une ville. Alors concrètement, comment ça se présente? Admettons que vous avez identifié une maison dans une rue donc, dans laquelle vous prospectez, que vous surveillez entre guillemets, et vous avez identifié une maison qui n'est pas entretenue, un jardin avec une végétation qui n'est pas entretenue, des volets fermés. Eh bien, vous pouvez donc contacter le propriétaire en obtenant ses coordonnées au cadastre. Et donc, vous pouvez lui écrire et lui dire que, par exemple, vous êtes très attaché à la rue dans laquelle se situe son bien, que vous aviez grandi, que vous avez votre grand-mère qui avait une maison, j'en sais rien, pour qu'il y ait, on va dire, une dimension émotionnelle et pour que le vendeur soit touché par votre lettre. Alors, ça peut être, vous pouvez avoir un coup de chance, et puis ça peut être une maison par exemple qui est un petit peu abandonnée parce qu'il y a une succession qui traîne, parce que ça peut être une résidence secondaire où les propriétaires n'ont plus les moyens de l'entretenir. Donc voilà, on vous conseille de faire ça parce que sincèrement, ça peut être très porteur et vous pouvez donc avoir des réponses positives qui vous permettront de passer même avant les agences et d'obtenir une très bonne affaire. Autre méthode porteuse, c'est également, lorsque je fais de la prospection, de déposer mes coordonnées dans les boîtes aux lettres des biens qui m'intéressent. Donc, par exemple, vous êtes dans un quartier, vous souhaitez acheter un appartement dans une résidence, eh bien, j'indique donc sur mon papier que je dépose dans la boîte aux lettres particulier qui recherche un 2 pièces ou un 3 pièces dans votre résidence avec un budget maximum, et je laisse donc mes coordonnées, mon nom, mon numéro de téléphone pour que l'on puisse me rappeler. Par expérience, les gens rappellent très souvent pour vous donner des informations. Une autre stratégie est de participer aux ventes aux enchères. Consultez les annonces en ligne comme sur le site tribuca.net qui regroupe toutes les enchères de votre région. Alors faites attention car plus il y a de monde sur un coup et plus le bien mis en vente a des chances de s'arracher à prix d'or.
La plupart des adjudications sont réalisées à des prix équivalents, voire supérieurs à ceux pratiqués sur le marché de gré à gré. Il y a un risque de surpayer le bien. Donc, pour participer à ces ventes, le recours à un avocat est obligatoire. Il faut se méfier des lots achetés, squattés ou encore occupés par leurs propriétaires, car une procédure d'expulsion peut être longue et onéreuse. Merci Audrey pour ces conseils. Avant de conclure ce podcast, est-ce que tu as d'autres façons de prospecter, d'autres choses à faire qu'on n'aurait pas évoquées? Achetez votre journal local et consultez les magazines immobiliers que vous trouvez dans la rue. Et oui, en effet, souvent les personnes âgées qui ne sont pas de la génération Internet, donc qui ne connaissent pas forcément Le Bon Coin ou d'autres applications, qui n'ont pas forcément de relation avec leur voisinage et les jeunes agents immobiliers qui évoluent autour d'eux, et qui font partie d'une autre génération, avec d'autres codes, avec d'autres façons de communiquer. Eh bien, ces personnes âgées ont gardé, on va dire, leur vieux réflexe pour publier une annonce. Et ça consiste bien, à publier une annonce sur un journal régional. Donc nous, on vous conseille de jeter un coup d'œil. Le mieux, c'est d'avoir un abonnement, même si c'est l'édition digitale. Ayez un abonnement avec votre journal régional. Ça permettra d'accéder à des annonces qui, souvent, peuvent être très intéressantes. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. On a essayé de synthétiser les différentes stratégies de prospection. Bien évidemment, si vous avez identifié d'autres façons de prospecter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On vous dit à très bientôt pour un autre podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast 14. Toujours en compagnie d'Audrey de MDB Conseil, un podcast qui aujourd'hui s'intitule « Où investir en marchand de biens ». Alors Audrey, dans le podcast précédent, tu nous avais donné un petit peu les clés d'une bonne prospection. Selon toi, où doit-on investir lorsqu'on démarre une activité de marchand de biens? Bonjour à tous. Alors, contrairement à l'investissement locatif où l'on peut investir dans des immeubles de rapport pas chers, dans des quartiers pas forcément cotés, je vous conseille cette fois-ci d'investir dans des quartiers ou des villes qui sont recherchées, qui sont dynamiques, où il y a une forte demande de logement et des prix au mètre carré élevés. Effectivement, alors qu'on pourrait aussi penser qu'il soit judicieux d'acheter dans une zone où le prix du mètre carré n'est pas cher pour revendre après rénovation plus cher et donc avoir un delta qui fasse notre plus-value. Pour autant, lorsqu'on est marchand de biens, ce qui est important, c'est de ne pas garder les biens qu'on a longtemps. C'est de pouvoir répéter les opérations, répéter les plus-values. D'où l'importance d'investir dans une zone qui est dynamique. Et je rajouterais que on vous a dit dans des podcasts précédents que l'affaire se faisait à l'achat. Si on achète dans une zone où le prix du mètre carré n'est pas élevé, une bonne affaire, ça va être quoi? Ça va être d'acheter 5-10% plus bas du marché, 20%, on va pas gagner grand-chose. Or, si vous achetez à 10, 20, 30% moins cher dans une zone où le prix du mètre carré est élevé, là, effectivement, votre bonne affaire va vraiment être porteuse. Tout à fait. Privilégiez toujours les zones où il y a une forte attractivité. Alors, qu'est-ce qu'une zone attractive? Eh bien, c'est une zone dans laquelle on va trouver différents bassins d'emploi. On va trouver, par exemple, des zones commerciales, où on va trouver des projets de réhabilitation de quartier, où on va trouver des commerces de proximité, où l'on va trouver des facultés pour les étudiants, ou bien des grandes écoles, ou bien encore une zone qui présenterait un intérêt pour ces événements culturels. Alors concernant les zones où il existe des projets de réhabilitation, évidemment, il faut avoir l'information. Et vous imaginez, vous achetez dans une zone avant qu'elle soit réhabilitée, vous revendez après, là c'est banco. Donc Audrey, qu'est-ce que tu nous conseilles pour obtenir ces informations? Alors, deux possibilités. Ou bien vous avez des connexions politiques dans votre entourage, ce qui vous permet d'avoir des informations sur les projets de réhabilitation. Ou bien, vous pouvez aller sur le site notaire.fr, rubrique immobilier, pour faire votre sélection. Alors, c'est comme un moteur de recherche. Vous tapez le nom de votre ville et ensuite, vous avez la liste de tous les différents projets en cours.
en sachant que si vous avez accès à ces informations via le site notaire.fr, d'autres investisseurs auront également accès à ces informations. D'où l'importance véritablement d'avoir un réseau. Et si vous avez des connexions politiques, c'est parfait parce que vous pourrez déjà anticiper les futurs prochains projets. Pour réaliser un bon investissement, l'emplacement, donc ville, quartier, la rue, est très important. Il ne faut surtout pas négliger ce point-là. En effet, j'ai toujours acheté des biens qui, en plus d'avoir un potentiel de revente après rénovation, étaient aussi des biens qui étaient très bien placés. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'ai déjà investi, par exemple, dans les centres historiques qui sont recherchés par les investisseurs pour faire de l'investissement locatif. Et je rajouterais que pour beaucoup, les centres historiques connaissent des projets de réhabilitation. D'autre part, il y a un petit peu un retour, c'est un peu la mode, il y a un peu un retour à cette envie de vivre en centre-ville, dans des quartiers qui ont du cachet, dans des quartiers qui ont du charme, avec une architecture qui a très souvent bien plus de relief que les constructions actuelles, et où on peut faire tout à pied. Il peut s'avérer judicieux également d'acheter des biens dans des résidences de standing. Ce sont en général des résidences qui sont recherchées. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des résidences qui vous offrent des vues mer panoramiques si vous habitez en bord de mer. Ça peut être également des vues dégagées, des résidences qui sont très bien situées, donc au calme, ou encore qui offrent des prestations de qualité, type piscine, tennis ou encore de très beaux jardins. Alors Audrey, concrètement, pour quelles raisons tu investis dans une zone où le prix du mètre carré est élevé ? La première raison est que, en règle générale, si le prix est élevé et si le prix au mètre carré augmente, c'est qu'en fait il y a une forte demande. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a de demandes, plus les prix augmentent. Donc, par conséquent, lorsque vous aurez trouvé votre affaire dans ce secteur, vous serez sûr de revendre rapidement votre bien. Alors Audrey, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on investit dans un quartier, dans une zone à première vue très intéressante ? Faites toujours très attention à l'environnement direct de votre bien. Par exemple, vous repérez un bien dans un quartier qui est très recherché et dont le prix au mètre carré est vraiment plus bas que les autres appartements que vous pouvez avoir dans ce même quartier. Pensez à vérifier certains critères. Critère numéro 1, l'exposition aux nuisances. Nuisances de bruit, par exemple les routes, une voie rapide, un train qui passe pas loin, ou encore les nuisances par rapport aux odeurs, donc ça peut être un restaurant, un fast-food qui est placé à proximité de votre bien. Concernant les nuisances sonores, on évitera bien évidemment d'être situé à proximité d'une boîte de nuit ou encore d'un bar festif. D'où l'importance, lorsque vous achetez un appartement dans un immeuble dans lequel se situe un commerce, par exemple au rez-de-chaussée, de bien vérifier que le bail n'est pas un bail tout commerce. Pourquoi ? Parce que, prenons l'exemple d'un local commercial qui serait occupé par un thérapeute ou par un magasin de jouets. Si ce bail est un bail tout commerce, vous achetez votre appartement, vous faites les travaux et entre-temps, ça devient un bar festif ou une boîte de nuit. Là, ce sera beaucoup plus difficile de le revendre. Donc pensez à bien vérifier ça. Vous trouverez cette information dans le règlement de copropriété. Pensez également à vérifier l'état général de la copropriété. En effet, au-delà de l'aspect esthétique de l'immeuble dans lequel vous allez vendre votre bien, il faut bien se dire que même si vous vendez un bien rénové, parfaitement rénové, si le contenant de ce bien, c'est-à-dire l'immeuble, n'est pas dans un état propre et entretenu, eh bien cela pourra faire fuir de potentiels acquéreurs. En effet, ces futurs acquéreurs pourront se dire, d'une part, je vais avoir beaucoup de frais parce que j'ai la façade à refaire, j'ai les cages d'escalier, etc. Et dans l'autre sens, ils pourront également se dire, en fait, les voisins, les autres copropriétaires, n'ont pas les moyens d'entretenir la résidence. Ce qui veut dire que j'achète un bien dans une résidence qui va dépérir petit à petit. Autre élément important, ne vous engagez pas sur un appartement qui est situé par exemple au 4e étage ou au 5e étage d'une résidence sans ascenseur. Pourquoi ? Parce que votre but, votre objectif, c'est de vendre des produits qui peuvent correspondre à tout le monde pour vous donner le maximum de chances de revendre.
Et pour revendre rapidement, ce qui est votre objectif numéro 1, eh bien, il faut cibler un maximum de futurs acquéreurs potentiels, comme les personnes âgées, les familles avec enfants, et évidemment les 4e étages sans ascenseur. Eh bien là, déjà, vous perdez ces 2 cibles. Ou bien encore les couples, il faut pouvoir proposer un produit qui correspond à tous les profils. Pensez également aux facilités de stationnement, notamment lorsque vous achetez en centre-ville. Il est également important d'investir proche de chez vous afin de suivre votre chantier si vous n'avez pas de maître d'œuvre qui gère votre projet. Soyez présent et sérieux durant chaque étape. Alors si maintenant vous vous trouvez dans une zone géographique qui est peu recherchée, que vous voulez vous lancer dans une activité de marchand de biens et suivre vos projets, eh bien notre conseil, c'est penser à investir à proximité d'une gare TGV ou TER qui vous relie en peu de temps à une ville qui est porteuse, qui est dynamique et qui est en développement. De nombreuses villes comme par exemple Massy ou bien Valence, c'est des villes qui ont connu une augmentation de leur prix immobilier suite à l'arrivée du TGV. Il en va de même pour une ville comme Nice qui a vu certains de ses quartiers prendre de la valeur suite à l'arrivée et au développement du tramway. Donc, restez bien au courant de l'évolution des infrastructures de transport de votre ville ou de votre région. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. À très bientôt pour un autre podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 15, podcast MDB Conseil, qui sont consacrés à l'activité de marchand de biens. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux vérifications à effectuer avant d'acheter un bien. Ce podcast, on va le dédicacer, si je puis dire, à Vivien. Il se reconnaîtra et on le remercie beaucoup. Alors Audrey, quelles sont concrètement les vérifications importantes à effectuer avant d'acheter un bien ? Bonjour à tous, je vais vous énumérer quelques points à vérifier lorsque vous achetez un bien dans l'ancien. Vérifiez un maximum d'éléments du sol au plafond. Vérifiez la structure, la présence ou non de fissures. Si oui, sont-elles bénignes? Sont-elles importantes? Pensez également à vérifier l'état de la toiture. Vérifiez bien que vous avez un compteur d'eau et un compteur d'électricité individuelle. Si vous êtes dans le cas d'un achat d'une maison individuelle, veillez à vous assurer qu'il n'existe aucun problème quant à l'utilisation des servitudes de passage. Pensez à traquer les éventuels cache-misères type mur repeint. Évidemment, demandez toutes les pièces obligatoires. Pièces qui vous donneront les informations de superficie, de l'année de construction de l'immeuble, du montant des charges annuelles. Vous aurez également les comptes rendus des assemblées générales qui vous permettront de savoir s'il y a des travaux de copropriété prévus ainsi que leur nature. Demandez bien tous les documents officiels avant la vente, type diagnostic technique. Vérifiez bien que l'on vous vend bien des mètres carrés Carrez et non habitables. Effectivement, c'est un point essentiel à vérifier. Prenons l'exemple d'un appartement, il vous était vendu dans une annonce 90 mètres carrés, et puis vous ne faites pas attention, et en fait quand vous le revendez, on se rend compte qu'il y a 80 mètres carrés Carrez. Si on est dans une zone à 5 000 € du mètre carré, eh bien vous avez perdu 50 000 €. D'où l'importance vraiment de bien vérifier la mesure Carrez. N'oubliez pas de vérifier les comptes de la copropriété, si la copropriété a des dettes ou pas. Vérifiez bien que vous avez également vos lots mentionnés, comme pour votre cave ou votre garage par exemple. Vérifiez également que l'exposition, par exemple plein sud, que l'on vous vend est bien réelle et que le lot correspond bien à l'appartement que vous avez visité. Renseignez-vous bien sur le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Si vous souhaitez changer la disposition de votre bien, veillez à vous assurer de bien connaître la nature de vos murs, porteurs ou non porteurs. Pensez également à bien vérifier que le propriétaire précédent n'ait pas annexé un espace des parties communes sans autorisation. Par exemple, ça peut être une cour intérieure, des combles, etc. Si vous êtes dans le cas d'un bien équipé d'une véranda,
d'un abri de jardin ou d'une autre extension, vérifiez bien que cela a été réalisé avec autorisation. Un dernier élément, vérifiez qu'il n'y ait pas de projet de construction à proximité qui puisse rendre votre appartement moins attractif. Effectivement, dans le cas où on achèterait un appartement dans un immeuble ou bien une maison qui serait face à un terrain constructible, il est important de savoir quel type de permis peut être attribué à ce terrain. Imaginez que le point fort de votre appartement, ce soit sa vue dégagée. Eh bien, s'il y a un permis avec simplement un immeuble d'un étage, ça ne posera pas de problème. Maintenant, si vous avez un permis qui prévoit la construction d'un immeuble de 10 étages, évidemment, ça va remettre en cause le point attractif de votre appartement, à savoir sa vue dégagée. D'autre part, on vous conseille également de visiter le bien que vous avez ciblé à différents moments de la journée. En effet, un bien peut être particulièrement attractif la journée et beaucoup moins le soir, voire la nuit. Et les visites se font généralement la journée. Il faut bien penser que si vous achetez un particulier ou même une agence, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre et ils vont vous faire visiter, ils vont vous programmer la visite à un moment donné où l'appartement est, je dirais, le plus attractif. Il est possible également qu'on fasse visiter un bien le week-end. Et le week-end avec une route à côté par exemple, et vous allez vous dire mais la route est très calme. Or, si vous revenez la semaine avec tous les déplacements liés aux activités professionnelles de chacun, eh bien la route va être très passante et le bien beaucoup moins attractif. Alors, lorsque vous allez déceler une bonne affaire, c'est vrai qu'on vous a dit dans des podcasts précédents qu'il était judicieux de faire une offre rapidement. Ce qui, bien évidemment, ne vous a pas permis de faire venir un professionnel du bâtiment avec vous pour visiter le bien. Avant toute signature de compromis, naturellement, vous exercerez une visite avec un professionnel du bâtiment. Ce dernier pourra d'ailleurs déceler des choses que vous n'avez pas vues, par exemple une fissure que vous pensiez bénigne, mais en fait elle était structurelle. Le professionnel il va avoir un œil qui est vraiment aguerri, il pourra même vous conseiller quant à des changements de disposition à effectuer. Alors on a volontairement pas parlé des vérifications qui concernaient l'état des installations électriques, l'état de la plomberie, des huisseries, etc., puisque ça on l'abordera dans un autre chapitre, dans un autre podcast, un podcast qui sera lié donc à la rénovation et aux travaux. Nous, ce qu'on voulait vraiment à travers ce podcast, c'était vous donner des éléments, des critères importants à vérifier pour qu'une affaire qui pourrait paraître intéressante eh bien, ne se transforme pas en une opération non rentable. Un dernier élément, parfois on fait des comparaisons de prix au mètre carré lorsqu'on se positionne sur un bien. On se dit oh, c'est génial, j'achète un appartement au premier étage à 3 000 € du mètre. Dans le quartier, ça vaut en moyenne 5 000 € du mètre carré rénové. On se dit c'est bien, c'est une bonne affaire. N'oubliez pas que la localisation du bien dans un immeuble a une importance cruciale. En effet, si on part du postulat que l'immeuble est équipé d'un ascenseur, il faut bien se dire qu'un bien localisé dans un étage plus haut aura plus de valeur. Parce que moins soumis au cambriolage, parce qu'une vue plus dégagée, parce qu'une meilleure luminosité, tout un tas d'éléments qui donneront de la valeur à un bien. Donc, ce qui peut paraître comme une excellente affaire, si elle est en rez-de-chaussée, c'est une mauvaise affaire. Si par contre elle est dans un étage élevé, là effectivement, ça ressemble à une bonne affaire. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Comme pour les autres sujets que nous avons abordés, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On se retrouve bientôt avec Audrey pour un autre podcast. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast numéro 16, podcast consacré à l'activité de marchand de biens, toujours en compagnie d'Audrey de MDB Conseil. Nous allons commencer une série de podcasts consacrés aux travaux. Donc évidemment, ça ne peut pas se traiter en un seul podcast, donc on fera différents podcasts. Aujourd'hui, ce podcast 16 sera consacré à la réglementation, aux différentes réglementations des travaux. Bonjour à tous. Lorsque vous prévoyez un chantier, vérifiez si votre chantier nécessite une déclaration au préalable ou un permis de construire. Audrey, est-ce que tu peux nous préciser la
la différence entre une déclaration et un permis de construire? Alors, pour la déclaration préalable de travaux, c'est un document administratif qui permet à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte ou non les règles d'urbanisme en vigueur. Avant de commencer des travaux, il est nécessaire de déposer une demande de déclaration préalable auprès du service d'urbanisme de votre commune, notamment avant d'entreprendre des travaux modifiant l'aspect extérieur de la maison. Donc ça peut être un ravalement, un changement de toiture, un agrandissement d'une fenêtre ou d'une porte, ça peut être également la pose d'un Velux, etc. D'installer ou de construire un abri de jardin, un garage, un atelier, une annexe de plus de 2 mètres carrés et de moins de 20 mètres carrés. Ça peut être également de poser ou de modifier une clôture, ou bien encore de faire une extension ou d'aménager des combles de moins de 20 mètres carrés dans votre maison ou dans une annexe. Voilà, donc vous l'avez compris, la demande de déclaration préalable, elle est à faire avant tout ce que Audrey a cité. En sachant que il existe un délai d'instruction du dossier en fait, et qui est d'1 mois, et que si vous ne recevez pas de courrier de l'administration dans ce délai, cela veut dire que vous bénéficiez en fait d'une décision de non-opposition à ces travaux ou à ces aménagements. Audrey, je te laisse la parole pour nous parler du permis de construire. Le permis de construire est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. C'est obligatoire pour les travaux de grande importance et ce document ne doit porter que sur les biens immobiliers. La demande de permis de construire est obligatoire dès que vous souhaitez réaliser une construction de plus de 20 mètres carrés, type extension d'une maison, d'un bâtiment ou encore d'une construction neuve. Ou encore dans le cas de changement de destination d'un local. Est-ce que, comme dans le cas de la demande de déclaration préalable, il existe un délai d'instruction? Alors oui, donc c'est 2 mois pour le permis de construire d'une maison individuelle et ou de ses annexes. Ensuite, ça peut être 3 mois pour une demande de permis de construire ou un permis d'aménager comprenant ou non des constructions ou des démolitions, une fois le dossier complet. Et donc l'administration dispose d'1 mois pour réclamer les pièces manquantes par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique. Et dans ce cas, vous disposez de 3 mois pour compléter votre dossier. En l'absence de réponse de l'administration à l'issue du délai d'instruction de 2 ou de 3 mois, vous bénéficiez en principe d'un permis de construire tacite. L'administration a alors 2 mois pour vous faire connaître les contributions financières que vous aurez éventuellement à supporter. Très bien Audrey, merci pour ces éléments. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot concernant les mesures d'affichage du permis? Sachez que l'affichage du permis de construire est une obligation. L'affichage permet à quiconque de contester votre projet d'urbanisme dans un délai de 2 mois. Vous devrez ensuite avertir la mairie dès le début des travaux et effectuer une déclaration d'ouverture de chantier. Lorsque vous êtes à la fin de votre chantier, veillez à remplir et déposer une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. C'est ce qu'on appelle la DAACT et en fait ça garantit que les travaux réalisés sont bien conformes au permis de construire ou à la déclaration préalable de travaux. C'est généralement l'architecte ou la personne qui a dirigé les travaux qui adresse cette déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ces travaux à la mairie pour tout simplement signaler la fin des travaux. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. On voulait vous donner les grandes lignes des réglementations pour effectuer des travaux. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast dédié aux travaux. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast 17 consacré à l'activité de marchand de biens, toujours en compagnie d'Audrey de MDB Conseil. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de votre chantier et on étudiera chronologiquement toutes les étapes par lesquelles vous allez devoir passer lorsque vous réaliserez la rénovation d'un bien.
Audrey, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce que le mot chantier représente ou évoque pour toi? Bonjour à tous. Alors, le mot chantier, eh bien, ça m'évoque un petit peu mon quotidien parce que bien souvent, entre son achat et sa revente, si l'on veut réaliser une plus-value, on passe bien évidemment par la case travaux. Mais il faut savoir que gérer un chantier et s'improviser maître d'œuvre n'est pas de tout repos. Alors clairement, j'en ai eu l'expérience. Il y a la gestion de l'humain, il y a la gestion des fournitures, la coordination des différents corps de métier, c'est-à-dire votre équipe de maçonnerie, votre plombier, votre électricien. Vous avez également la gestion des coûts, etc. Donc, il vous faudra faire preuve de professionnalisme et d'organisation. Que vous envisagiez de rénover complètement une maison, un appartement ou simplement de redécorer des pièces, mesurez le temps qu'il vous faudra pour mener à bien votre projet et appréciez votre propre capacité à le réaliser. Très bien. Est-ce que tu peux maintenant nous parler des précautions que tu prends en termes de sécurité ou d'organisation? Alors déjà, ça commence par choisir de bons outils. Il est important de choisir de bons outils, d'acheter des matériaux de qualité qui vous faciliteront le travail. Ne minimisez pas un investissement qui est fait pour durer. Après, il est important de faire les choses dans l'ordre. Planifiez les travaux de façon à ne pas commencer un travail qui risquerait de dégrader un autre. Commencez les travaux de gros œuvres salissants dans un premier temps. Vous avez l'exemple avec par exemple la plomberie ou l'électricité qui nécessitent souvent d'essaigner dans les murs. Voilà, comme Audrey vous l'a dit, en fait, chaque corps de métier a ses propres contraintes opérationnelles, d'où l'importance d'éditer un véritable plan d'organisation pour permettre à chaque corps de métier d'intervenir dans les meilleures conditions. Et pensez toujours à prévoir également une bâche ou un dispositif de protection pour protéger les sols ou les meubles qui seraient en place au moment de l'intervention d'un corps de métier. Voilà, on reprend le fil de notre chantier. Donc, le chantier est lancé. Et maintenant, il y a une phase qui est très importante, c'est donc le suivi de ce chantier. Audrey, est-ce que tu peux nous dire comment tu procèdes? Alors oui, effectivement, la visite de chantier, c'est une vraie inspection du travail. C'est pas simplement une visite de courtoisie, donc il est vraiment important de s'y rendre régulièrement afin que les travaux soient réalisés exactement comme vous le souhaitez. Il est important pour les artisans de voir que vous suivez le chantier, donc que votre suivi est régulier et que vous avez également des connaissances. Plus ils auront de la liberté et seront seuls à tout gérer sur le chantier, plus le travail pourra être bâclé et surtout, les délais de fin de chantier ne seront pas respectés. Le fait de ne pas se montrer prouve également que vous n'êtes pas forcément impliqué dans votre projet. Les artisans ont besoin également de vous voir, de discuter avec vous des différentes problématiques. Prenez également des photos de l'avancement du chantier. Donc c'est à conserver pour souvenir ou en cas de malfaçon par la suite. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu remets comme document, comme support, en fait, pour communiquer à tes équipes ce que tu souhaites faire dans tes biens? J'établis 3 plans techniques avec les cotes et les métrés et je les accroche sur un mur de mon chantier. Un plan technique consacré à la maçonnerie. Alors, ce plan, il établit la création des murs. Il y a différents types de murs. Ça peut être du BA13, du phonique, de l'hydrofuge ou encore des murs en carreaux de plâtre, etc. Et en fait, ça va permettre de délimiter toutes les pièces de votre futur appartement. Et on va appliquer une couleur différente pour chaque type de mur. J'établis également un plan technique pour l'électricité. Alors ce plan, concrètement, il va illustrer avec une légende les différents emplacements pour les interrupteurs, les différentes prises, les spots, votre tableau électrique, les différentes prises télé, les volets roulants si vous en avez, etc. Et enfin, je finis avec un plan technique pour la plomberie. Alors ce plan, il va définir avec précision l'emplacement exact des éléments de cuisine. Par exemple, les arrivées d'eau avec la machine à laver, le lave-vaisselle, l'évier.
Il va aussi concerner la salle de bain en stipulant l'emplacement des douches, des baignoires, de vos meubles de salle de bain, avec les arrivées d'eau de vos robinets. Également les WC, même si il est vrai que de manière générale, on a tendance à les laisser proches de l'évacuation générale. Néanmoins, si vous voulez faire une création de WC, c'est tout à fait possible et donc vous pourrez le rajouter sur ce plan technique. Alors passons maintenant à la dernière étape. On arrive à la fin du chantier. Quelles vérifications sont indispensables à effectuer, Audrey? Pensez à bien vérifier toutes les installations électriques. Donc testez vos lumières, branchez des appareils électriques sur vos prises, vérifiez le bon fonctionnement de votre climatisation et des autres éléments électriques, type sèche-serviette, vos plaques de cuisson, etc. Alors, rien ne vous empêche non plus de mettre en marche différents appareils électroniques, type une machine à laver, un lave-vaisselle avec un téléphone qui charge, la clim. Enfin, le but, c'est de voir voilà, si votre tableau électrique il a été bien monté et s'il supporte le fonctionnement de différents équipements électroniques en même temps. Concernant tout ce qui est inhérent à la plomberie, Donc en fait, vous allez vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements qui utilisent des raccordements. Et vous allez vérifier l'étanchéité de ces derniers. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez mettre un fort débit dans votre évier, dans votre baignoire, dans votre douche. Et vous allez vérifier donc l'étanchéité des raccordements. Vous allez également bien évidemment vérifier le bon fonctionnement de la chasse d'eau. Et j'insiste sur le fait que ces vérifications sont vraiment très importantes. Hein, ce qu'on veut éviter, c'est en fin de travaux, l'appartement est magnifique, il est rénové et on a un dégât des eaux ou on a des fournitures qui sont abîmées parce qu'on a un mauvais raccord et qu'on n'a pas pensé à bien vérifier. J'ajoute également que si vous avez un dégât des eaux, eh ben, ça ne va pas vous impacter que vous-même, ça va impacter aussi vos voisins. Donc ça vous fera des soucis à régler en plus. Concernant les vérifications à effectuer pour ce qui concerne le travail de maçonnerie, c'est vrai que la maçonnerie, c'est plutôt un élément qu'on va vérifier pendant le chantier, pendant nos visites de chantier, pendant le suivi de chantier. On va pouvoir déceler si un joint est mal fait, si le carrelage est mal posé. Voilà, c'est habituellement pas à la fin du chantier qu'on s'en rend compte. En revanche, souvent, là où ça pêche, c'est les finitions. Hein. Pensez à bien vérifier les finitions, les petits coups de peinture, les plinthes, etc. Ça, c'est en fin de chantier qu'on vérifie. Et souvent, eh bien, les artisans, ils sont déjà sur un autre chantier, ils disent qu'ils repasseront. Donc ça, il faut vraiment être vigilant. Un dernier élément de vérification très important, ça concerne la cuisine. Il faut penser à bien vérifier que tout ce qui est meubles suspendus, etc., eh bien, c'est bien fixé, puisqu'on va mettre du poids dans ces meubles. Il peut arriver que ce soit fixé sur du placo, donc vérifiez que les artisans ont utilisé le bon matériel de fixation. Voilà, n'hésitez pas à tester un petit peu la résistance au poids de tous vos éléments. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. On se retrouve très vite pour un autre podcast dans lequel nous vous donnerons des conseils pour choisir vos artisans. À bientôt. Bonjour à tous, podcast 18. Comment bien choisir ses artisans? Alors, déjà avant de commencer, Audrey, est-ce que tu recommandes de faire les travaux soi-même, si tant est qu'on en soit capable, ou bien est-ce que tu recommandes de les déléguer à des professionnels? bonjour à tous. Alors, si vous souhaitez exercer cette activité à titre occasionnel et que vous êtes bricoleur, alors vous pouvez effectuer vos travaux vous-même. Si maintenant vous souhaitez en faire votre activité à temps plein, alors il faut apprendre à déléguer. Votre temps sera beaucoup plus utile à faire des recherches de biens. En effet, votre temps sera bien plus précieux pour visiter des biens, même si vous pouvez déléguer à des agences ou à des chasseurs immobiliers la recherche, il va quand même falloir que vous visitiez ces biens. Vous allez avoir besoin de beaucoup de temps également pour aller voir votre comptable, votre banquier, votre notaire. Donc, on vous recommande vraiment de déléguer le maximum de vos travaux.
Et je rajouterais que si vous exercez cette activité en tant que professionnel, bien évidemment, vos travaux, eh bien, il faudra qu'ils soient garantis. Donc, il faudra les faire faire par un professionnel, sauf si vous-même, vous êtes un professionnel et que vous voulez également faire des opérations de marchand de biens, mais ça, c'est un cas particulier. Mais de manière générale, voilà, faites faire par des professionnels, vous aurez les garanties et en plus, ça vous fera des factures que vous pourrez utiliser pour diminuer votre plus-value fiscale. Voyons tout de suite comment bien choisir ses artisans. Pour bien choisir ses artisans, il est important de faire plusieurs devis avec plusieurs professionnels. Donc je vous conseille de faire entre 3 à 5 devis différents, voire plus si c'est nécessaire. Et demandez également à votre entourage s'ils n'ont pas déjà effectué des travaux de rénovation, afin d'obtenir un maximum de recommandations. Personnellement, il m'est déjà arrivé de demander des recommandations auprès d'agences immobilières. Et en effet, il est fréquent que ces agences aient des contacts de professionnels. Bien souvent, elles vont même vous les proposer, puisqu'il arrive parfois qu'elles soient intéressées et qu'elles touchent des commissions en recommandant des professionnels. Alors, ce qui ne veut pas dire que les professionnels sont mauvais, mais voilà, ça se fait et sachez-le. Alors ensuite, il est important de bien négocier votre devis à l'avance et surtout vérifiez bien qu'il ne manque rien dans votre devis. Le moindre détail devra être inscrit dans votre devis. Cela afin d'éviter une surfacturation. Naturellement, vous leur demanderez leur garantie décennale. Il est important de vérifier que vos professionnels intervenant sur vos chantiers soient bien couverts correctement par leurs assurances respectives. N'oubliez pas de vérifier que les attestations que vous demanderez couvrent bien les travaux engagés et fassent bien apparaître une validité des assurances à la date d'ouverture de votre chantier. Et il est également fréquent que les notaires avec lesquels vous allez effectuer les opérations vous demandent les garanties décennales pour les transmettre aux acquéreurs. Il n'est pas non plus inutile de vérifier sur internet bien, si la société est bien en activité. Vous pourrez vérifier également son chiffre d'affaires. Vous pourrez vérifier si la société eh bien, est en liquidation ou pas. Vous pourrez vous assurer que ce professionnel est bien inscrit à la chambre des métiers ou de commerce. Et vous pourrez également lui demander à ce professionnel s'il bénéficie par ailleurs de labels de qualité professionnelle. Labels qui ne sont pas obligatoires puisque tous les artisans de qualité ne sont pas tous certifiés, mais cela vous permet d'avoir un point de repère. Et d'ailleurs, Audrey va nous donner quelques exemples de labels de qualité. Il en existe plusieurs, mais je vais vous parler des plus communs. Alors, on a Calisol. C'est un gage de qualité et d'économie d'énergie. On a également Calibat, qui garantit la qualité des travaux sauf en électricité et qui apporte de l'aide en cas de litige sur un chantier. Vous trouverez également les labels Qualifelec et Promotelec, label qui garantit la qualité sur les équipements électriques. Vous avez également la norme NF et la norme EN. Donc la norme NF, c'est la norme française. Vous avez dû certainement la voir sur des objets du quotidien. Et la norme EN qui est issue du Comité européen de normalisation. Alors un dernier conseil lorsque vous allez choisir vos artisans, il est toujours judicieux de demander à un artisan de visiter un de ses précédents chantiers en lui demandant combien de temps il a mis pour réaliser ce chantier, ce qui vous permettra de juger de son professionnalisme. Alors sur place, si vous avez accès à un de ces chantiers, regardez la qualité du travail, regardez les matériaux utilisés, les conditions de travail, la propreté du chantier. Voilà, demandez le budget global du chantier également. Alors Audrey, voyons maintenant comment gérer les paiements de vos artisans. Pour payer mes artisans, j'établis en règle générale 4 acomptes. Un premier acompte avant le commencement du chantier, donc ce qui permet à votre artisan d'acheter les fournitures nécessaires pour commencer le chantier et également pour anticiper les délais de livraison. Cet acompte est généralement de l'ordre de 20%. Ensuite, j'effectue un deuxième paiement au milieu du chantier qui correspond à environ 30% de la facture.
un troisième paiement vers la fin du chantier qui est elle aussi égale à 30% de la facture. Et enfin, j'effectue le quatrième paiement une fois que le chantier est entièrement terminé, finition comprise, donc qui est égal à 20% de la facture totale. Voilà, vous l'avez compris, on vous déconseille fortement de verser, comme ça se fait parfois, on va dire 50% du prix de la facture dès le début du chantier. Parfois, il y a des artisans qui exigent ce genre de paiement. C'est à proscrire. Pourquoi ? Parce que la plupart comment dirais-je, des problèmes qui arrivent avec des artisans qui abandonnent les chantiers, eh bien, c'est souvent quand on leur a versé une grande partie du chantier. Il faut qu'ils aient envie de revenir, il faut qu'ils aient envie de travailler pendant ces mois où ils vont faire ce chantier. Donc, excusez-moi du terme, mais c'est un peu la carotte. Il faut leur donner envie de revenir. Donc, il ne faut pas tout leur donner. Il faut évidemment leur donner suffisamment pour payer leurs ouvriers, s'ils ont des personnes à payer, pour payer leurs fournitures, évidemment. Maintenant, voilà, il faut bien séquencer le paiement pour qu'ils aient toujours une raison de revenir. Voilà, dans le prochain podcast, dans le podcast 19, on abordera justement les travaux non déclarés et pourquoi c'est dangereux. À très bientôt. Voilà, la première partie de cette formation Marchand bien et de ces échanges est maintenant terminée. Je vous invite à poursuivre cette formation en cliquant sur la partie 2. Je vous dis à très vite.